Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'énorme bébé, il est là, regardez, c'est un livre magnifique. On note au passage quand même que l'édition de bande dessinée ces derniers temps c'est complètement décomplexé, puisque Casterman, qui est l'éditeur de Tintin et qui avait l'habitude des albums standards, s'est lancé maintenant dans des réalisations éditoriales remarquables pour se mettre à la portée des artistes qu'il recrute et qu'il publie. Et donc je pense que tu es assez satisfait formellement de cet objet. Oui, c'est très beau. On entend la gauche? Oui. Okay. Oui, c'est très beau. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai donné des idées. Je voulais. C'était d'un côté robuste. Brut. Un peu brut. Et de l'autre côté, l'impression raffinée, que c'est un mélange de structure avec les cartons. J'ai toujours adoré les cartons, une chose un peu brute. Les papiers aussi, c'est au tactile, c'est très bon, mais avec l'impression nette. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à prendre tout ça pour acquis, parce que quand on les voit dans la librairie, on se dit, bah oui, c'est publié, c'est comme ça. Mais c'est le genre de livre qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on n'aurait pas vu, au moins sous ce label-là, parce que ça relève beaucoup plus du livre d'art en termes de réalisation que de l'album 64 pages couleur, cartonné, verni, dont on avait l'habitude. Et ça fait partie de tout un mouvement d'ensemble où passe au premier plan des gens pour lesquels l'art est aussi, voire plus important que ce qui était dominant dans le domaine de la bande dessinée, qui était un art populaire et un mode de distraction qui est l'argent, en fait, la finance et le rapport. Voilà. Donc ça, je voulais le signaler. Ensuite, on peut dire que c'est un livre qui vient au bout de beaucoup d'années de travail, et presque pas de silence, parce que ça a été exprimé tous azimuts, puisque vous savez que Lorenzo est un homme à multiples palettes, c'est-à-dire qu'il est à la fois peintre, illustrateur, auteur de bande dessinée, aujourd'hui réalisateur de films, puisque ça on en parlera plus tard, mais il y a un projet en train très, très important. Et sur le terrain de la bande dessinée, il y a eu un long silence quand même, relatif, quoi. Tu n'avais rien produit depuis combien de temps en fait? Oui, en effet, pendant cette période, j'avais fait un petit épisode sur Bob Dylan. C'était l'illustration de Harper Ways Ford. Chez Delcourt. Chez Delcourt, j'avais fait un petit épisode sur papier, mots sans papier, sur l'immigration, sur les réfugiés. C'était une histoire de noir et blanc. Et j'avais fait un épisode d'un livre que c'était un recueil de plusieurs histoires paru dans Lettres d'un temps éloigné. Là, j'avais fait un épisode. Mais c'est vrai que depuis 2004, à la sortie des Bruits du Givre, c'est là qu'après deux livres que je venais de terminer, c'était Jackie the Hyde, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et l'autre c'était Les Bruits du Givre, avec Cork Denton, et Dr. Jekyll avec Kramsky. C'était deux longues histoires en couleur, très fortes, aussi très dramatiques, très fortes. J'avais envie de légèreté. J'avais envie de retrouver un peu l'atmosphère de mes cahiers, des dessins, des lignes fragiles faits à la plume, où pendant 30 ans, j'ai développé comme un monde personnel intérieur, plein d'étranges êtres, petits monstres, créatures étranges, liés à mon monde intérieur, à mon monde poétique. Et j'avais envie m'aider un peu de désintoxiquer du couleur et du gros travail du couleur et de dramatisation. C'est pour ça que dans mes cahiers, il y avait des personnages étranges, un peu barbus, moitié animal, moitié homme, singe, ou comment ça s'appelle avec les gros dents? Morse. Ah, les phoques, les morses, etc. Oui, un peu morse, un peu comme ça. Et j'ai dit, ça peut être des beaux personnages étranges, un peu liés. Moi et Kramsky, on a toujours adoré
Les Moumines. De Tove Jansson. Hein, oui, le personnage poétique, extraordinaire, très simple, très doux, qu'on lisait dans Linus en Italie. Et on a toujours adoré cette légèreté, cette poésie. J'aimais l'idée de pouvoir faire des histoires légères et douces, comment dire. Peut-être dramatiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de... C'est une histoire compliquée, mais racontée avec douceur, avec une sorte de naïveté. Le livre d'ailleurs est dédié aux Moumines, mais aussi à Moebius et Fred, qui sont des parrains, le Fred de Philémon, hein, qui sont des parrains qui, quand on lit le livre, on comprend tout de suite effectivement à quel point ils ont pu peser et aider à faire émerger cet univers-là. Oui, surtout, bon, Moebius c'est arrivé à peu, en regardant les dessins, en regardant le développement de la ligne. Fred, il était déjà dans la tête. Mais c'est des liés. Mais surtout, parce que dans ce personnage, dans cet artiste, et encore d'autres, hein, dans cette période, il y avait encore une relation incroyable entre l'imaginaire, la créativité, l'improvisation et l'histoire. C'est-à-dire que tu voyais que les auteurs, ils commençaient une histoire, et à peu, ils commençaient à la développer, et après encore développer. Après, ils se laissaient prendre dans des envies, de prendre des raccourcis, après se perdre dans d'autres choses. Et moi, je pense, au moins, je pensais que j'avais envie de ça. De retrouver cette sorte de liberté créative. Et l'art de la digression, en fait. L'art de la digression, c'est laisser aller avec la magie de l'imaginaire. Que je trouve que maintenant, c'est quand même... Alors justement, tu as une explication sur le fait que la bande dessinée s'est émancipée. On peut dire qu'elle a ouvert ses portes quand même d'une façon, comment dirais-je, assez nette à l'imaginaire artistique, parce qu'il ne faut pas oublier que la bande dessinée, au départ, c'est un mode d'expression qui est destiné aux enfants, ce qui est merveilleux, mais qui est quelque chose qui est considéré comme trivial, et que c'est un peu l'art des imbéciles, quand même, pendant de longues périodes qu'on a connues. Oui, dans le jugement de la société, je veux dire. Voilà. Et il y a un paradoxe dans ce que tu dis, c'est-à-dire que la bande dessinée s'ouvre à l'art et en même temps elle perd sa légèreté. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est le Je ne sais pas s'il s'ouvre à l'art, il s'ouvre à la littérature. J'ai l'impression qu'il s'ouvre à des sujets, à la narration des sujets beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds, plus ouverts. On peut tout toucher dans ce qui n'était pas le cas. Non, pas du tout. Avant, on ne pouvait pas. Et d'un autre côté, peut-être parce qu'elle est devenue beaucoup plus, c'est pas le bon mot, sérieux, elle est devenue plus profonde, plus intense comme ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire gaffe. On ne peut pas se tromper. Il faut faire gaffe, tu veux dire. Oui, les auteurs ne peuvent pas se tromper. Et quand on fait une chose sérieuse, il faut qu'elle soit sérieuse. Quand on fait une histoire, il faut qu'elle soit cohérente, logique, intéressante et tout ça. Et tout ça, ça rentre, moi j'ai l'impression, ça rentre dans une sorte de code qu'on ne veut pas se perdre. Comment dire, c'est une faute si tu commences à te perdre dans la légèreté, à perdre personne plus t'écoute, tu veux faire le sérieux, mais tu joues. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et je crois que c'est une sorte d'autocensure, j'ai l'impression, autocensure entre guillemets, que la bande dessinée, de plus en plus, les auteurs, ils font avec eux-mêmes pour faire des choses très fortes, très intéressantes. Et moi, je suis quelqu'un qui a fait des histoires très dramatique, très compliqué, très symboliste, tout ça. En ce moment, j'avais l'impression que j'avais perdu cette relation directe comme auteur, comme dessinateur de bande dessinée, pour me laisser aller. Et je dis peut-être une chose un peu. J'ai l'impression que la bande dessinée, dans sa nature profonde, doit avoir cette sorte d'insouciance, liberté personnelle, pour faire sortir la vraie
le vrai cœur du langage de la bande dessinée. Si je comprends bien, Je comprends très bien. Si je comprends bien, c'est un message quand même que tu t'adresses à toi-même. C'est-à-dire, on pourrait dire que la récurrence de ces mots qui sont revenus souvent dans ton œuvre, fragilité et légèreté, c'est un message que tu t'adresses à toi-même parce que tu crains, en devenant un artiste sérieux, reconnu, cartographié, étudié, sur lequel on écrit d'énormes monographies. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont parues ces derniers temps chez Michel-Édouard Leclerc, etc. Il y a eu cette énorme exposition à Landerneau à laquelle j'étais, à laquelle on a fait un entretien, qui était un moment très impressionnant parce que c'était une espèce de bilan de première partie de carrière, on pourrait dire. Hein. Et tout ce poids-là qui pèse sur toi, c'est toi qui veux t'en émanciper. En fait, c'est pas le genre qui est ça, c'est ce que tu as créé toi-même, c'est cette carapace. Évidemment, c'est des besoins personnels. Je ne veux pas faire des choses absolues, mais quand j'avais besoin de ça, je venais justement de deux livres très, très forts, très fatigants, et j'ai respiré cette air-là. J'ai respiré cette air-là, et évidemment, moi je voulais retrouver une relation plus directe. Hein? Comme quand j'étais jeune, j'avais commencé la bande dessinée et qu'on s'est laissé aller avec Ramsky et tout ça à des plaisirs personnels, mais qu'on voyait dans les autres auteurs. C'est grâce à d'autres auteurs que nous on disait on peut faire ça. Mais c'est un besoin personnel. C'est alterné, tu vois. Maintenant que je fais Guirlande, peut-être la prochaine, s'il y aura une autre histoire, une nouvelle histoire en bande dessinée, peut-être que c'est très triste, très sombre, très coloré, très symboliste, je ne sais pas, silencieux. Je crois que dans la carrière, il faut balancer avec les choses. Je ne sais pas si j'arriverai tout le temps. On pensait, pourquoi on ne fait pas la continuation de Guirlande? C'est un monde à soi. Mais probablement, il y a d'autres besoins qui arrivent. Bon, là, on a fait la légèreté, maintenant, j'ai envie de toucher d'autres choses. Si tu étais un artiste strictement de bande dessinée, tu dirais j'ai créé un univers, et comme Tove Jansson, je vais pouvoir en sortir 50 bouquins, en fait. Et tu en fait, tu disais qu'on a pris beaucoup de temps. En fait, cette histoire-là, les premières idées, c'était justement en 2004. Mais après, on a commencé, et justement parce qu'on voulait le faire avec légèreté, je ne voulais pas entrer dans un voyage très précis pour donner l'histoire dans 2 ans. Et en fait, je le faisais dans des périodes de liberté, des vacances de liberté, parce que j'ai fait des livres avec Louride, j'ai fait Ansel et Gretel, j'ai fait les courts-métrages avec Paul Benoît, je fais les décors pour Pinocchio, je fais beaucoup d'autres livres que chaque fois je me disais, ah là, je vais avoir 2 mois pour m'amuser et tout ça. Et non, ça arrivait à notre commande, je n'ai jamais eu une forte personnalité pour refuser des choses quand même très intéressantes. On écrase nos artistes sous le poids des commandes. On écrase nos artistes sous le poids des commandes. Oui, mais le poids des commandes, à un certain moment, c'est aussi, c'est pas un poids, c'est une nouvelle porte qui te donne de nouvelles possibilités pour affronter de nouvelles choses que tu ne sais même pas. Quand Louride m'a appelé pour demander de faire des rêves, le corbeau, Edgar Poe. Les corbeaux d'Edgar Allan Poe, là, ça m'a tout de suite donné la possibilité, avec Edgar Allan Poe et Louride, j'aurais pu commencer à entrer dans un monde que j'avais touché, mais enfin, je pouvais vraiment l'affronter, que c'est le noir, l'horreur, les cauchemars personnels, tout ça, que peut-être j'avais peur à toucher tout seul pour être accepté. Avec Louride et Edgar Allan Poe derrière, j'avais la garantie quand même d'être écouté. C'est dans quel ordre? Ansel et Gretel, c'est venu après le corbeau? Non, avant. C'est avant? Parce que là, tu avais déjà pas mal mis un pied dans la noirceur. Oui, mais Ansel et Gretel, c'est arrivé après tout un long voyage dans les forêts noires, dans les paysages. En fait, la relation avec les paysages, à un certain moment, avec
je vais commencer en peinture, d'abord avec des petits dessins, après c'est devenu de plus en plus des peintures. L'idée de créer des forêts dans la pénombre, d'entrer dans les forêts, et à peu c'est devenu en fait un grand travail sur la lumière qu'on ne voit pas, qui nous laisse voir qu'il y a de la profondeur, qu'il y a de l'espace. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, c'est le fameux conte, Hansel et Gretel, traité dans la manière noire de Lorenzo, c'est-à-dire vraiment au noir. Il n'y a aucune couleur, c'est uniquement un jeu de noir et blanc, et en format de grande toile très impressionnant. Et ça aboutit à un livre jeunesse, qui est un des livres les plus curieux que je connaisse, qui est une merveille, mais qui est tellement noir, tellement étouffant, tellement saturé que je ne sais pas comment les mots s'y retrouvent d'ailleurs. Bon, ça c'est pas une question. On s'en fout, c'est pas la question. Mais je voulais savoir ça et ça c'est arrivé avec un roman. Ouais. Oui, c'était. Moi j'ai travaillé sur des forêts, sur tout développement personnel presque pictural, et avec Françoise Mouly, la directrice artistique des New Yorkers, elle a demandé à plusieurs artistes de faire des images sur Hansel et Gretel et pour pouvoir l'exposer à Galerie Met, Metropolitan Theatre, parce qu'il y avait une opéra de Hansel et Gretel. Et on voulait des œuvres très libres sur la réinterprétation Et c'est ça, les commandes, moi je ne voulais pas faire des illustrations classiques. Hansel et Gretel, pour moi, c'était l'histoire plus angoissante. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai retrouvé un vieux livre illustré quand j'étais tout petit, et je me souviens, j'avais tout, crayonné et effacé, les visages de la sorcière. Parce qu'il me faisait trop peur. Et en fait, je crois que l'effet de la fermer, ça faisait encore plus peur, parce que mon imaginaire faisait autre chose. Mais, et j'ai voulu, l'effet que j'ai travaillé dans les forêts, c'était un truc bizarre. Je dis, bon, je peux utiliser les forêts noires. Et moi, j'ai mis à l'intérieur de cette image, que c'était presque abstrait, je jouais beaucoup entre l'abstraction et la figurative. J'ai mis deux personnages dedans, tout de suite la magie est sortie. Tout de suite cette image, ils ont commencé à raconter un imaginaire, à raconter un monde. C'est pour ça qu'après Hansel et Gretel, que je dois dire, il a eu... Bon, là on ne va pas parler de la relation des enfants avec la peur et tout ça, mais il a eu quand même un bon succès, les livres. Il a été imprimé plusieurs fois et justement il a donné un peu une sorte de polémique. Est-ce qu'il faut faire peur aux enfants? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faut être très gentil tout le temps? Et après, j'ai continué ce monde-là en noir et blanc, cette grande image en noir et blanc, ils m'ont donné envie de continuer sur cette route et lié à l'improvisation. Et donc, on voit quand même, c'est intéressant d'écouter ça, parce qu'on voit qu'il y a des constantes, il y a des thèmes et des manières de procéder artistiques qui se dégagent dans ce travail-là. La ligne est fragile, c'est quelque chose que tu as théorisé, enfin en tout cas, le mot a été employé bien avant la sortie de ce livre-là, pour celui qui s'appelait Une femme, l'homme à la fenêtre, pardon, et qui était un livre que tu avais fait avec deux femmes. Je l'ai fait avec une femme. Pardon, je croyais qu'il y avait... Non, c'était... Ah, je confonds. Tu confonds avec Gabriela Giangelli? Non, il y avait une correspondance entre les deux. Enfin, non, peu importe. Mais c'était un livre avec une femme, oui. Oui, c'était une ex. Et c'était déjà l'utilisation de... C'était l'utilisation plus poussée, parce que la ligne que j'ai utilisée dans la fenêtre, c'était vraiment une ligne très faible, très lente, pas du tout sûre. Les personnages, parfois, ils étaient entre guillemets mal dessinés, mais très légers. J'ai travaillé beaucoup avec les blancs, surtout. Et il y a des épisodes dans L'homme à la fenêtre, qui justement, ces sentiments, ces relations avec sa ex-femme, d'autres femmes,
tout ça, c'était très, très insure. Aussi sa relation avec son métier, son travail, il était un sculpteur de personnages. Qu'à un certain moment, il détruit tout son langage pour le remettre en discussion. Et justement, j'avais l'impression que cette ligne ne pouvait pas être que très faible pour raconter cette faible émotion, faible et désarmée émotion du personnage. Il y a eu des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait Matocchi, c'est même plus dessiner, dessine mal, tout ça. Mais c'est un choix, c'était un vrai choix, c'est-à-dire utiliser le langage des traits et tout ça pour le mettre au service de l'histoire. Tu te méfies, je crois, énormément de ta propre virtuosité, non? Je me méfie de mon maniérisme. Le maniérisme, ça peut arriver à tous les artistes. C'est-à-dire de répéter à yeux fermés ce qu'on connaît déjà. De faire son répertoire toujours le même. Oui, et ça m'est arrivé plusieurs fois que quand j'ai fait des illustrations de choses que je savais déjà au début qu'est-ce que ça va être. Pendant que je le faisais, je m'ennuyais. Et l'idée que je m'ennuyais pendant le travail, j'avais l'impression que j'ai donné cet ennui aussi au lecteur. Et parfois, ça arrivait comme ça. Mes pires illustrations, c'est comme je savais déjà tous. Et j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. En fait, j'ai toujours besoin de mettre, de me réveiller, qu'il y a à l'intérieur d'une image ou d'une histoire, toujours une énergie créative, une énergie qui s'est donnée à que je m'amuse. Et je m'amuse quand je fais des choses que je ne m'attendais pas. Ou aussi, enfin, j'apprends à faire quelque chose que je ne savais pas. Donc redevenir sans arrêt un enfant, en fait. Redevenir, oui, soit un enfant, soit un dilettante. On dirait la culture d'un homme mûr et d'un homme fait. Il y avait un dessin de Wolinski qui me faisait beaucoup rire dans Charlie Hebdo. On voyait un oiseau qui disait « Ah, être un œuf et savoir ce que je sais ». Voilà. Et là, ça se sent dans le livre, c'est-à-dire que les mots-clés, je pense, de ce livre, c'est fraîcheur et simplicité, en fait, vraiment. C'est un conte extrêmement simple, en réalité. Il n'y a rien à chercher derrière les choses. Toi qui es un auteur avec une charge métaphysique souvent assez présente, je me souviens qu'on avait eu une discussion, on a pu finir sur un livre qui s'appelait Stigmate et qui se terminait sur une espèce de très longue prière. Et moi, ça m'avait un peu... ça avait froissé mon côté athée, je dirais. Voilà. Et c'était une histoire pas religieuse. Non, certes, mais qui contenait une dose puissante pas forcément de mystique, mais de métaphysique, quoi, je veux dire, voilà. Et là, je trouve que, bien que tu évoques tous les aspects de la vie de l'homme, on pourrait dire, hein, puisqu'il y a l'effroi de la mort, il y a la naissance, il y a l'amour, il y a tout ça, à aucun moment on sent ce poids-là, il y est, mais il est traité d'une façon très désinvolte, très drôle. Il y a une visite aux enfers dans le livre, en fait c'est assez rigolo, quoi. Je veux dire, c'est pas bien méchant, il se passe rien qui fasse vraiment peur, ils se mangent un peu les uns les autres, ils ont toujours des trucs un peu cannibales, ça se massacre joyeusement, mais ça reste complètement léger, et j'ai l'impression qu'il ne faut rien chercher derrière, on n'a pas envie de faire l'effort en se disant, oh, il a dû vouloir dire quelque chose de vachement profond, mais qu'il faut rester sur cette espèce de surf, comme ça, de surface, et jouir du travail graphique qui est... alors là, d'une liberté incroyable. Mais c'est pas de la ligne fragile, c'est-à-dire c'est puissant quand même. Non, c'est pas ça, c'est pas de la ligne fragile. Voilà. La ligne fragile, l'effet de faire l'homme à la fenêtre, pour moi, c'était une sorte de casser de la glace, c'était une sorte de casser une cage que j'avais. Je venais de faire feu, de faire une mourir, d'être un peu, entre guillemets, le maître de couleur. Et là, j'ai changé complètement et j'avais peur entre moi-même. Mais je savais que ça faisait partie de tout un monde parallèle. Et l'effet de pouvoir faire l'homme à la fenêtre, avec cette liberté, après, il m'a permis de faire Stigmate. Stigmate,
très violent, c'est drôle, c'est expressif, les traits, toujours les traits, après chimère, et après arriver à jouir et m'amuser avec l'Irlande. Mais c'était surtout aussi, oui, on parle beaucoup de la vie, il y a beaucoup de références de notre imaginaire littéraire, et c'est l'amusement en général. Et d'essayer de parler un peu comme les momies, d'autres exemples, je dis, de légèreté, avec légèreté, tout ça, des choses aussi dramatiques. On situe un peu l'univers comme ça pour donner envie aux gens, simplement parce qu'après ils le liront. C'est quoi? C'est les guilles, non? C'est les guilles, c'est personnages étranges, justement un peu ours, un peu mauve. Les femmes ont de la barbe, non? On peut préciser. Oui, surtout. Et on voit que c'est des femmes parce qu'elles ont des seins très jolis d'ailleurs. Voilà. Et c'est la naissance, c'est l'histoire d'une petite couple d'animaux. C'est très rare qu'ils se font des enfants. Et c'est la femme de notre personnage principal, Hippolyte, qui va avoir naissance à une petite fille. Mais cette naissance de petite fille, elle est liée à d'autres événements dramatiques pour la tribu des Guirs, qui vont changer cet événement, ils vont changer tout l'équilibre de ce monde un peu panthéiste, très agréable, très doux. Les Guirs, ils sont très feignants, très doux. Ils ont une très belle relation et très naïf avec la nature et avec les rituels de la nature. Un des mots-clés, peut-être, c'est la métamorphose. Métamorphose et changement. Eux, ils n'ont pas l'habitude, ils acceptent les éléments de la nature et tout ça, mais dans son territoire. Quand la naissance de cette petite fille, elle est liée à un changement de l'équilibre et tout ça, tout de suite la petite, elle devient la cause de ce changement. Et là, il y a un changement des relations dans ces peuples de Guy. On commence à devenir différents, à devenir méchants. Agressifs. On commence à jeter les gens, justement, notre petite famille, et les jeter par les autres Guy. Et là, ça commence toute une histoire entre l'histoire de la fuite de la mère avec lui, et Hippolyte, qui pour remettre parce qu'il a fait un petit chose, et il doit remettre en ordre un peu c'est très classique la structure. Et là, il y a un voyage personnel d'Hippolyte, il y a deux voyages, la famille, la mère et la petite, qui vont chercher, ils sont comme des réfugiés, et Hippolyte qui cherche la solution pour remettre le monde dans son état antérieur. Et là, ça devient un voyage intérieur, on va dire, où il comprend que le monde est beaucoup plus compliqué et plus étrange, et découvre tout ce qu'il y a autour des guirlandes. C'est classique, et l'acceptation que toutes les choses changent tout le temps, et en fait, c'est la capacité d'accepter ce changement. C'est la vraie connaissance. Il y a beaucoup de séquences improvisées. Notre façon de raconter, d'écrire, moi et Kramsky, c'est complètement... Oui, j'allais t'interroger là-dessus. J'allais venir sur cette relation extrêmement curieuse que j'ai pu expérimenter moi-même, parce qu'on y viendra plus tard, mais on a travaillé ensemble sur un long métrage en tournage, on peut le dire maintenant, et Jerry Kramsky, qui s'appelle Fred Ferretzio, en fait, était un des éléments de ce groupe. Et j'ai toujours été fasciné, puis je vous connais, dans cette espèce de relation, parce que c'est un garçon qui met pratiquement jamais les pieds en France, très rarement, qui vient d'Italie, avec lequel tu communiques beaucoup à distance, et qui est, comment on pourrait dire, qui est un peu ton écuyer, hein, on pourrait dire ça. Un écuyer, tu sais, c'est l'homme qui, avec les chevaliers, marche à côté, ou ton sang chaud pensant, on pourrait dire. Vraiment. Non, je veux pas faire c'était comme mon frère. Oui. Nous, on est déjà 3 frères à famille et une sœur, mais lui, il est devenu tout de suite le 4e frère de la famille. Il est très copain aussi avec mes frères. Et on se connaît depuis qu'on avait 14 ans à l'école.
Lui aussi, il dessinait. Il dessine encore de temps en temps. De temps en temps, lui. Oui, il fait des histoires un peu avec des étranges personnages. Et on a commencé à faire les premières histoires ensemble. La première, c'était en fait dessiné à deux. Lui, il faisait des personnages, moi, je faisais les décors. Après. Lui, il y a plus sous les textes. Et on se connaît tellement depuis, justement, quand on avait 14 ans, qu'on a passé un peu toutes les phases. On a fait des histoires. Bon, Jekyll et Hyde, il a fait un travail littéraire extraordinaire. Mais je crois que son identité, son vrai essence, c'est de jamais être professionnel. C'est-à-dire, lui il dit, non, si je commence à penser que c'est un travail, je ne le fais plus et je ne m'amuse pas. Alors, dans sa tête, toute sa vie, c'était un peu comme ça. Il joue la musique, mais comme un dilettante, il s'amuse. Il ne doit pas faire des concerts et tout ça. La bande dessinée, quand je les vois travailler, c'est parce qu'ils s'amusent. Et si tout de suite il commence à penser que c'est un travail, ça lui complique la vie et ça devient... Et alors les histoires, de toute façon, on les fait ensemble. Il y a eu un moment qu'on faisait des séries pour les petites, et j'avais besoin de scénarios très courts pour continuer la série des personnages. Et lui, jamais il m'écrivait un scénario final. Chaque fois, il m'écrivait comme une histoire. Après, moi, j'ai coupé tout. J'ai gardé ça, parce que sinon, on pouvait... Et il a toujours fait comme ça. En fait, il n'a jamais écrit un scénario du début à la fin. C'est toujours un ping-pong entre nous deux. Moi, j'ai dit une idée. Non, surtout, on parle beaucoup de mes dessins. Et lui, il dit, ah oui, ça, on peut développer. Et il commence à écrire des dialogues, des idées, des histoires très baroques. Lui, il est très baroque. Alors, il faut simplifier. À la fin de l'histoire de ces livres, tous les livres ils étaient déjà dessinés, mais lui, il a réécrit tous les textes au moins 2 fois. Parce que là, moi, disons, on avait vraiment décidé, je voulais un équilibre très précis entre dialogue et image. Parfois, lui, il écrit beaucoup. Je ne voulais pas qu'on se perdait dans des dialogues, des choses. Je voulais vraiment une légèreté dans toute l'histoire. Et il a réécrit 2 fois. C'était très long après l'écriture. Mais c'est un personnage, je crois qu'il a un monde tellement personnel. Et quand j'avais eu l'idée de faire l'Irlande, c'est parti de mes dessins, c'était la seule personne qui pouvait m'aider. Et comprendre ce que tu étais en train de faire. Oui, on se comprend tout de suite. Il me dit, ah, on pouvait faire ça. Il comprend tout de suite mes dessins, il ne les retrouve pas étranges. Mais la puissance de ton univers fait que même quand tu as besoin d'écriture, il faut que cette écriture se conforme à ta vision. C'est-à-dire que tu n'es pas l'auteur à qui on arrive en disant, tiens, j'ai fait un scénario pour toi, vas-y, dessine-le. C'est arrivé, je pense. Je m'est arrivé une fois, je me suis annulé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, tu es le centre de ton univers. Et il faut oui, en fait, oui. Et c'est pour ça que tout Matoti ressemble à Matoti quand même. Enfin, je veux dire, on voit que c'est... Après, c'est un problème... Moi, j'aime bien... Peut-être que je vampirise les scénaristes, mais j'ai... C'est pas une plainte. Hein. Non, peut-être... Mais après, je laisse... Je vois très rapidement quand l'écrivain Jorge Zetter, je n'ai jamais touché un mot de Jorge. Claudio Cressanti pour Stigmate, parfois il me dit, parce que peut-être que c'était trop long pour l'image, c'est tout lié à l'histoire en fait, à l'équilibre de l'histoire, à la balance de l'histoire. Moi je me mis un peu comme, entre guillemets, les réalisateurs, c'est les dictateurs finaux. Je me permets de couper là, de mettre là, parce que je sens toute la responsabilité de l'histoire. C'est peut-être pour ça que ça devient tout Matoti. Et surtout que je base, la plupart de mes histoires sont, les départs c'est les dessins. Il faut qu'il y ait un équilibre, les rythmes, tout la mise en page, c'est moi qui la fais. Il n'y a pas les scénaristes qui les font. Parce qu'il faut que ce soit derrière mon rythme.
il faut que les rythmes de l'image soient la chose forte. Le squelette de toute l'histoire, c'était toujours comme ça. Quand j'ai fait mes histoires, Feu, Spartaco, l'incident, tout ça, moi j'ai dessiné toute l'histoire sans le dialogue. Le dialogue, c'était comme des sons, des choses. Mais c'était vraiment les rythmes de l'image, le profondeur, toute l'harmonie du découpage, ça doit être moi. Et alors, justement, à ce sujet-là, une des choses qui m'a frappé dans ce livre, c'est que je trouve que c'est l'un des livres que tu as fait qui fonctionne le plus comme un film, curieusement. C'est-à-dire qu'il y a la valeur, il y a une... c'est notre productrice. Mais ça fonctionne comme un film dans le sens où la mécanique narrative, la manière dont les scènes s'enchaînent, la manière dont le mouvement se crée en permanence, c'est un livre ambulatoire, c'est un road whatever, ça bouge tout le temps, ça va quelque part, ça fait vraiment penser à un film, et singulièrement ça vient à une période où le cinéma est devenu une part importante de ta vie, où tu t'es mis à penser de façon, même si tu y pensais avant, de façon très crédible au cinéma. Est-ce que tu as eu conscience en le faisant qu'il y avait une relation avec ce qui était en train de se passer sur le terrain du cinéma? Parce que moi je me souviens d'une chose, c'est quand on travaillait à ton atelier, ça avait l'air d'être la consolation de toutes les charges et de tout, comme tu disais tout à l'heure, tous les poids terribles qui étaient ces expositions qui sont très lourdes à organiser, dans lesquelles il faut redescendre dans tes archives, etc. Ces responsabilités considérables, des catalogues, des trucs, des machins, et du film qui se préparait, qui est quand même un long métrage qui coûte très cher et qui crée une charge d'angoisse énorme. Et donc ça, c'était le repos. Mais quand on regarde, c'est un film aussi. Donc tu te reposais du cinéma en faisant du cinéma sans savoir un peu. Oui, probablement. Parce que j'ai découvert que le cinéma, c'est beaucoup plus dictateur dans les langages, c'est beaucoup plus... il m'oblige à des lois tellement précises, tellement fortes, que je découvre que les bandes dessinées, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est la joie. C'est la joie. Pour préciser aussi, c'est que faire un truc comme ça, ça coûte à l'éditeur une somme à 5 zéros, 4 zéros, qu'est-ce que je dis, à 5 chiffres, et un film comme celui qu'on est en train de préparer, on est plus dans l'ordre du 10 avec 6 zéros derrière. Quoi. Voilà. Donc il y a un poids sur les épaules qui est pas vraiment... Moi, je crois que, tu vois, si tu... À partir de Spartaco, moi j'ai travaillé beaucoup avec le coupure. Il n'y avait pas un rythme naturel. C'est que beaucoup de monde m'a peut-être inconsciemment m'a toujours un peu reproché. Ouais. Parce que mes histoires, elles étaient très liées, c'est comme de la poésie. J'ai laissé beaucoup d'espace au vide, à l'imaginaire, à les pas dit, les non dit. Et à peu, je me suis aperçu qu'en fait, il faut aider les lecteurs, aussi dans la bande dessinée, pour qu'ils puissent entrer avec un rythme naturel à l'intérieur. Et c'est à partir justement des stigmates. Parce que déjà, L'homme à la fenêtre, elle est très poétique. Il y a c'est comme des petits épisodes, c'est comme des épisodes entre eux, et je laisse tomber beaucoup de temps entre un épisode et l'autre. Peut-être c'est un peu abstrait pour les... Mais quand je fais Stigmate, c'est une histoire très symboliste, je voulais que tous les rythmes, que les lecteurs ne pouvaient pas me dire on ne comprend rien. Peut-être ça ne lui intéresse pas les sujets, peut-être il n'aime pas le dessin et tout ça, mais qu'il ne puisse pas me dire ah là je comprends bien. Et en fait j'ai essayé de trouver un vrai rythme naturel dans la narration. Et c'est à partir des stigmates que toujours après, bon, après ça dépend beaucoup, tu peux me dire Capoto, elle est très poétique. Tu peux me dire les bruits de givre. Non, les bruits de givre, il y a toute une conséquence, parce qu'il y a les mots de guerre qui nous aident à... Le bruit de givre, c'est un livre zen, c'est un livre particulier, parce que c'est la recherche du silence quand même.
Oui, oui, mais il y a les textes qui nous aident tout le temps à comprendre l'histoire. Et Jacques Léard aussi. Mais alors, une vraie question, c'est comment on passe de la solitude de l'atelier, de cette splendide liberté, mais aussi de cette individualité de presque nue, quoi, devant son travail, à la charge d'un commandant en chef qui va diriger bientôt une équipe de 150 personnes, qu'il va falloir faire marcher au pas, manœuvrer en cadence, etc. etc. C'est pas vraiment comme ça. Moi, comme je disais, on était 3 frères et une sœur. On a toujours, pendant toute mon enfance, j'ai toujours eu l'habitude de vivre avec d'autres en équipe. Eux, ils jouaient la musique, moi je faisais les dessins, j'ai dessiné quand eux, il y avait la musique. C'était très dur après quand j'ai décidé d'aller à Milan et d'essayer de vivre avec mon dessin tout seul. C'est là que j'ai commencé à vivre la vraie solitude. Et j'ai compris que je devais être très seul pour approfondir mon monde politique. Parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé les groupes, je me distrais beaucoup. J'adore les autres. J'ai l'impression que les autres sont beaucoup mieux que moi et je vois qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et c'est un peu la même situation. Je n'avais marre un peu d'être toute seule. Et en équipe, quand tu as d'autres qui dessinent, d'autres qui inventent, moi j'adore, je les fais faire. Il y a le chef décorateur, c'est un génie, il dessine super bien. J'ai l'impression que tout le monde dessine beaucoup mieux que moi et je les laisse faire. Ils sont créatifs. L'importance, c'est que la structure du film est tellement forte. Tous les travaux de préparation que j'ai fait, tous les dessins, ils sont déjà très, très forts et l'important n'est pas de sortir du chemin. Mais l'important, c'est aussi de donner à eux l'idée que selon ils sont en train de créer des films. Parce que c'est un film qu'on ne peut pas faire tout seul. On a besoin de tous les autres, ils sont des professionnels incroyables. Je découvre que le travail d'animation, c'est un travail sur l'obsession du détail. Parce que chaque frame, il crée un mouvement. Chaque chose, ça doit être pensé et que ça existe. Et tous les détails qu'il y a soit dans l'image, soit dans les passages entre une image et l'autre. Et c'est tout déjà obsédé pour la précision. Et c'est pas moi. Et je les découvre et je les admire pour ça. C'est grâce à eux si les films vont être précis et tout ça. Oui, il n'y a pas de place à l'incertitude dans ce travail-là. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que tu laisses un espace au talent ou au génie, comme tu dis, des autres, mais quand même, il faut absolument laisser aucune place à ce qui n'est pas filtré. Il n'y a pas de trahison quand un objet devient propriété de l'équipe. C'est le film en soi-même qui doit avoir son style, son esthétique, ça doit être un objet en soi-même. À ce moment, moi je le regarde que ça ne doit pas être une partie de moi, ça doit être quelque chose qui existe. Après, moi j'ai mis ma culture, mon expérience, mon amour, les amours de l'image, de la lumière et tout ça. Mais j'aide. Quand quelqu'un, c'est toujours un ping-pong, le décorateur me fait une chose, après j'ai peut-être une petite lumière là, on peut le mettre. Peut-être qu'il y a trop de violet, on ajoute ça. Et c'est ce que j'aime, c'est que c'est continuellement un dialogue. Il y a une énorme confiance entre nous. Pour le moment, il n'y a pas de conflit. Et je dois témoigner aussi que notre travail qui a été long et très sérieux, c'est très bien passé. Il a fallu passer d'un texte d'un auteur classique et d'une désinvolture absolument totale avec justement ces problèmes de logique des films qui n'ont rien à foutre parce que dans un roman ou dans un conte, vous pouvez d'une phrase établir les choses et vous mettre d'aplomb, même si vous avez dit le contraire de ce que vous deviez dire pour que ça marche.
dans un film, ça marche pas. C'est vrai que c'est un être autonome, un film, auquel il faut d'abord apprendre à marcher, et ensuite essayer de le laisser marcher tout seul, et de voir là où il titube, là où il part dans des mauvaises directions, le rattraper, le remettre sur le droit chemin, etc. C'est un travail tout à fait fascinant, parce que c'est un travail qui se fait à beaucoup, à plusieurs, et où toutes les voix comptent, et en même temps, c'est pas du tout une démocratie, c'est-à-dire que personne ne vote pour savoir quelle est la bonne scène, en fait. C'est quand même le réalisateur qui a la responsabilité de dire ça c'est bien, on y est, ou ça ça dégage. Une chose que j'ai appris, c'est vraiment d'apprendre à couper et élever une image. Peut-être qu'au début, j'étais très attaché beaucoup, oui. Mais à peu, la logique du film, en elle-même, elle m'oblige, elle continue à me dire, écoute, là, ça va pas. Et à ce moment, je dis, oui, ça va pas. Aussi des images qui étaient très liées. Et c'est un peu tout ça les problèmes. C'est à quel point la dictature du film, ou à quel point c'est ma dictature qui joue. Et ça, c'est un bon problème. Donc, très concrètement, à quel NERAP on pourra le projeter au Marco? Quelle année? J'espère 2019. Non? Si la production ça marche et tout ça, les films devraient entrer dans les salles en croisant les doigts 2019. Je ne sais pas si fin 2019, plutôt moitié 2019. Bon, pour les exploitants qui sont dans la salle, on tient donc les contrats après. Ensuite, une fois que tu auras fini de monter cette énorme montagne, qu'est-ce que tu as en tête? Puisque tu as toujours 5 routes devant toi, tu peux partir et devenir peintre tout d'un coup et nous faire une exposition. Tu procèdes beaucoup par série. Il y a une logique dans ta peinture, j'ai remarqué ça à Landerneau, il y a des séries, c'est-à-dire que c'est 30, 40, 50 pièces sur le même thème, Freud, la violence, la cruauté, je sais pas quoi, et hop, et tu repasses à autre chose, c'est comme ça que tu fonctionnes. Oui, je fonctionne, je dois trouver des thèmes, des sujets, et après je peux les développer dedans, les perdre dedans. Là, j'ai trouvé 2 ou 3 thèmes, ça me donne envie d'aller dedans et de faire des variations du thème. Toujours un peu musical. Prendre un sujet et essayer de le développer le plus possible jusqu'au moment que j'ai l'impression que c'est ce que je pouvais faire, c'est fait. Et ça m'aide beaucoup, parce que sinon je me perds dans un désert plein de choses. Oui, très vivant, mais de trouver chaque fois des sentiers que je peux suivre, et après retrouver une autoroute que j'avais déjà, je connaissais déjà. Et j'ai toujours l'impression que j'ai des choses que je pourrais développer. C'est peut-être une idée que ça m'est arrivé il y a 20 ans, avec le temps, avec le temps, mourir. Les graines poussent en point, oui. Mourir doucement, tout ça, et il y a un certain moment il tombe comme un pomme mûr dans les mains, et j'ai un grand plaisir de le faire. C'est ça que je vais chercher de plus en plus, pas les commandes, et avoir la liberté totale pour développer mes envies ou mes sujets que je me suis laissé derrière. Et là où ça se dédouble, en fait, c'est qu'il y a les envies thématiques et il y a les incarnations différentes, puisque si l'artiste est unique, toi, tu as plusieurs identités, on pourrait dire. On te connaît dans la bande dessinée, on te connaît sur les murs des galeries, on te connaît dans les magazines, moins maintenant, mais il y a eu une période incroyablement prolifique où on te voyait dans les magazines les plus chics de la planète, en train de dessiner la mode, c'est extraordinaire. Et on te connaît maintenant, on va te connaître au cinéma de plus en plus, je pense. Donc là aussi, c'est un facteur, un curseur que tu peux faire varier. Et la question que je te pose, c'est tu sens déjà dans quelle direction tu as envie de pousser la prochaine aventure? J'ai l'impression, je me suis dit, je ne veux plus accepter des commandes, et ça c'est pas vrai parce que j'ai déjà 2 ou 3 idées. Mais je voudrais, à la fin du film, revenir au dessin, à mon studio tout seul, retrouver le plaisir de la peinture, ça c'est sûr, et développer des images libres. Je voudrais arriver à un moment que je
je vais dans mon atelier et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Travailler dans mes cahiers de façon libre. Et parce que la chose peut-être que j'ai trouvé la plus lourde pour le moment, pendant cette période, c'est de chaque fois aller à la production, prendre les métros comme tout le monde. Et aller de l'autre côté de Paris, prendre le métro, faire un travail de boulot tous les jours. Et je ne suis jamais dans mon atelier où je peux m'éclater et se faire sortir après. Donc c'est un travail de compensation permanente, c'est-à-dire qu'en fait il faut créer le manque pour créer le désir. Oui, c'est ça, c'est toujours ma carrière, je pense que c'était toujours comme ça. C'est vraiment comme j'avais fait trop de choses, j'avais envie de le poser, arriver là, après. J'ai jamais aimé l'obsession continue pour quelque chose. Mais en même temps, tu es un boulimique de travail, parce que quand on voit la quantité d'images produites, sauf art jusqu'à présent, c'est énorme. Alors je sais que tu es rapide et très décidé, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un à tergiverser ou à perdre son temps, mais c'est quand même une production énorme pour un homme seul. Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, parfois, je vois la production d'autres artistes, je suis toujours... Quand je regarde, je fais que ça. Il faut faire un peu plus. J'ai l'impression de ne pas travailler trop. Écoute, j'ai été voir Hockney oui, lui, c'est un travailleur, mais en fait, j'ai été déçu par la faible quantité de choses. Il n'a pas exposé tout. Non, mais quand même, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que les les choses choses connaissent. Lui, c'est très rapide. Ouais. Donc je pense que tu n'as pas à être complexé là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Oui, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression, quand je vois l'expo de Landerneau, de Villamani et tout ça, je me dis toujours pourquoi j'ai fait ça. Et quand j'avais cette énergie pour le faire, j'ai toujours l'impression que je ne travaille pas, que je suis feignant, que je me perds beaucoup de pensées et je ne le fais pas. Et alors, je dis, il faut que je travaille un peu plus. C'est-à-dire que l'autre Matotti continue à travailler pendant ce temps-là. Oui, peut-être, oui, que c'est ça. Mais bon. J'espère toujours, c'est surtout de m'amuser. Quand je m'amuse, je ne vois pas les pas passer, c'est normal. Bon, je pense qu'on a à peu près, c'est bizarre, on a à peu près fait le tour du problème là qu'on devait évoquer. Je ne sais pas du tout au niveau du temps où on en est. On a vu 2-3 images des ours, vous l'avez vu colorées. Les ours sont passés? Oui, ils sont passés. Mais c'est les seules images qu'on peut projeter. La production nous interdit de montrer plus, sinon on est condamné à de lourdes peines d'amende et on est obligé de rembourser les sommes fantastiques qu'on a touchées jusqu'à présent. Est-ce qu'on fait un tour de questions dans la salle? Est-ce qu'on a le temps ou pas du tout? Oui. Voilà. À quel moment, vous savez, si l'histoire que vous allez raconter en bande dessinée sera en couleur ou en noir et blanc? Parce que c'est vrai, quand on sait que vous allez adapter Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on se dit on va avoir un truc super en noir et blanc, on a un truc super en couleur. Là, quand on sait un petit peu de quoi ça parlait, on se dit qu'on va avoir un truc qui va être plein de couleurs et finalement on a quelque chose en noir et blanc. Donc voilà, c'était la question que je me posais. Disons que il y a des histoires que je sais déjà qui sont noir et blanc. Stigmate, je savais, je n'aurais jamais fait. Et Guirlande, je savais que c'était sous la ligne, la plume. Et je voulais pas du tout. Je ne sais même pas quelle couleur sont les guires. Je n'ai jamais fait une image de guires colorées. Et je ne vais jamais colorer les guires. C'est un monde noir et blanc, sous l'évocation du noir et blanc et sous la puissance d'évocation de la plume. Je ne vais pas trahir ça. Après, il y a d'autres histoires que je me demande. Je me suis demandé si je vais faire en couleur noir et blanc. Mais je vois que le noir et blanc, il est, pour moi, soit les pinceaux, soit la plume, tout ça, c'est très lié, c'est beaucoup plus direct. C'est très lié à l'improvisation du moment. C'est très lié peut-être à mon inconscience. C'est des travaux très intériorisés, parce que la plume, les pinceaux, ils me permettent cette directe relation
la création. Le geste directement oui, relié au cerveau. et l'idée qu'elle vient, et l'évocation aussi de quelque chose d'autre. C'est comme faire des chansons avec la guitare ou avec seulement le piano, pour évoquer des couleurs, pour évoquer des violons, pour évoquer la... Et par contre, les couleurs, c'est la symphonie. Les couleurs, c'est tout le développement du langage avec justement les violons, la batterie, les trompettes et tout ça. Et alors l'histoire, pour moi, elle doit avoir cette puissance. Il faut que ce soit une histoire spectaculaire, il faut que ce soit une histoire cinémascope, il faut que ce soit une histoire que ça vaut la peine d'être colorée. Parce que, bon, c'est ma technique, après l'ordinateur, c'est très... Moi, je n'utilise pas l'ordinateur, et cette technique-là des pastels et des crayons, c'est très... Elle a besoin d'une médiation longue, des superpositions et tout ça, et c'est toujours une réflexion, c'est toujours... et alors, il faut que quand je l'utilise, c'est aussi de la fatigue physique, quand je l'utilise, ça vaut la peine de le faire. Et parfois, je ne trouve pas l'idée. Alors, je dis, non, il y a une histoire de l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 5 pages qui s'appelle Romanza. Et c'était une histoire inachevée. Je l'avais commencé avant Murmure. Et ça pouvait être la continuation idéale des Feux, comme idée de l'histoire. Mais tout de suite, quand j'ai fait les premières 3 planches, j'ai eu peur. Je dis, oh mon Dieu, comme j'arrive à garder la même force de ces 3 planches pendant toute l'histoire. C'était une histoire très symboliste, très mitteleuropéen. Comme j'arrive à garder la force de ces 3 images pendant 50 planches, et que ça me faisait très peur. Après, j'ai pris tout de suite l'occasion pendant un commun, qui aurait vu la Dolce Vita à cette période, me demander des histoires pour une histoire. C'était une grande occasion pour essayer de faire une revue des bandes dessinées complètement différentes. Et alors j'ai commencé Murmure et j'ai fait Murmure. Cette Murmure, elle est structurée en épisode de 6 pages. Après, j'ai perdu l'occasion, ça m'est venu tout le temps, j'ai parlé avec des scénaristes pour résoudre certains problèmes de scénario, et peu à peu, c'est fait d'après. J'aurais dû le faire, mais c'est pour dire que probablement j'avais peur d'affronter le même problème de Feu. Pour moi, Feu, c'était très, très fatigant. Je ne savais pas si j'arrivais... Peut-être maintenant, avec l'expérience et tout ça, je vais vivre. Peut-être un jour, je reprends un roman, je vais développer. Je ne sais pas. Mais pour dire que choisir de faire une histoire en couleur, ça me pose beaucoup de questions. Et parfois, la légèreté du noir et blanc, la rapidité du noir et blanc, l'amusement que me donne le noir et blanc, il gagne. D'autres questions? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué le travail sur le corbeau. Vous avez évoqué le travail sur le corbeau de Edgar Allan Poe. Je voulais savoir, et vous avez aussi parlé de phénomène de collaborer avec d'autres personnes. Je voulais savoir quelle avait été la nature de votre collaboration avec Lou Reed et Bob Wilson, à quel point vous aviez travaillé vraiment ensemble et comment vos personnalités avaient pu se rencontrer. Oui, alors, je n'ai pas du tout travaillé avec Bob Wilson. Bob Wilson, il a travaillé sur la représentation théâtrale. Mais Lou Reed voulait faire un livre illustré. Au début, il voulait faire une bande dessinée. Il n'avait aucune idée de ce que c'était une bande dessinée. Avec son texte, c'était impossible. Et la collaboration, c'était tout de suite très strict, parce que lui, il m'a dit, je veux faire un livre avec toi. Et
d'abord, c'était comprendre ce qu'il voulait et quel type de liberté moi j'avais. Est-ce que je devais faire un livre illustré classique à l'américaine? Est-ce que je pouvais utiliser les noirs et blancs ou seulement les couleurs? Est-ce qu'il voulait une narration précise à son texte? Est-ce que je pouvais... Les niveaux de liberté que j'avais. Et alors je suis allé les rencontrer à New York. Et les débuts, c'était pas facile du tout, parce qu'il était très froid, très dur. Et moi, je voulais lui faire comprendre que je voyais beaucoup ses livres avec beaucoup de noir et blanc. Pinceau, dramatique. Et lui, il connaissait mon couleur, Jackie Leal. Il me disait non, je veux des couleurs. Heureusement, je me suis amené un de mes cahiers de lignes fragiles. Dedans, je l'amène, ce jamais. Et la discussion, c'était pas. Il y a un moment, il rigolait jamais, il était très sérieux. Moi, je dis, regarde ça. Je lui fais voir ligne fragile. Et lui, il commence à rire. Je vois que les yeux, enfin, commencent à être vivants, commencent à rigoler. Et tout de suite, ah, c'est magnifique, et c'était tout à la plume. Hein. Il n'y avait pas de couleurs. C'est magnifique. Les livres est déjà fait. Tu vois. À ce point-là, j'ai dit, ok, je suis libre d'arriver jusqu'au bout de tout ce que je fais. À ce moment-là, j'ai commencé, je suis rentré à Paris et lui m'a dit, il commence à dessiner. Et il m'a dit, je ne veux pas que ce soit illustration d'Edgar Allan Poe. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'Edgar Allan Poe. J'ai pris son texte, je l'ai changé au niveau musical. Toi, tu prends ma musique et tu le transformes à ta façon picturale. Extraordinaire. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Et là, j'ai commencé à prendre parfois mes lignes fragiles que j'avais déjà, parfois des dessins très sombres, des noirs et blancs que j'avais déjà. J'ai commencé à réinterpréter et j'ai lui envoyé par email tous les croquis, les images que j'ai pensé qu'ils pouvaient être. Et là, ça a commencé un dialogue à distance. Il m'a répondu tout de suite. Parfois, il m'a poussé, ah ça c'est très beau, m'a fait une couleur. Je dis, mais c'est beaucoup plus fort en noir et blanc. Après, il avait raison. Après, il a fait les faire en noir. Il m'a poussé aux mes limites aussi. Ça, c'est très important. Il m'a poussé de plus en plus et je les remercie beaucoup. De l'autre côté, il y a eu des moments de grande tension. Et parce que à la fin d'un gros morceau de travail, quand il y avait des moments de les mettre en page, moi, je n'ai pas participé. Et l'éditeur qui faisait un peu les liens entre nous, il rentre à Paris, il dit, ah, regarde, ça, on ne le publie pas. Ouais. Et c'était d'une force très forte, et c'était des images très fortes. Non, ils sont super forts. Ah non, on ne veut pas, on n'aime pas. Non. Les livres, c'est à nous deux, on les signe tous les deux. Moi, je veux décider quelle image mettre. Et là, il y a eu un moment de grosse tension. Je me souviens, je suis rentré à l'éditeur et j'étais prêt à faire tomber tous les livres. Dans ma tête, je dis non. Je veux que les livres soient forts, comme c'est fort la musique de Louis. Je veux pas. Et dans les voyages à la maison, j'étais prête vraiment à dire, ok, bon, si ce n'est pas un livre que je peux défendre, je fais tout. Et cette idée de pouvoir perdre cette collaboration, j'ai appelé ma femme, j'ai écrit une lettre à Louis directement. Et j'ai écrit une lettre où je disais, écoute, toi, je ne rentre pas dans ta musique, c'est ce que tu fais, tu vois, mais tu ne rentres pas dans... J'essaie de faire le mieux possible pour ce livre. Et les livres, il est signé à deux.
si tu veux pas, moi, si c'est pas comme ça, moi, je rêve. Et je me souviens des moments qu'on a, il dit, tu es ma femme, me disait, Rina, elle me disait, tu es sûr? Et on a envoyé la lettre. Et je dois dire, après 2 heures, parce que lui, il ne dormait jamais, on envoie une phrase. Hein? Oui, oui, très tôt, il me dit, Lorenzo, I love you. You have 1,000 times right. You are 1,000 times right. okay. So, alors on a continué. Et tu as su derrière l'explication de pourquoi il ne voulait pas les dessins au départ? D'un côté, je crois que lui, il était lunatique. Il changeait, parfois il changeait d'idée d'un jour à l'autre, il ne se souvenait pas pourquoi il avait levé, les moments qu'il décidait, il avait fait. D'un autre côté, peut-être il y avait la médiation de l'éditeur, que ça lui donnait trop de pouvoir à lui. Je ne pouvais même pas parler. Une fois que c'est devenu en relation directe, et autre choix, peut-être, autre chose, c'est que peut-être lui, il devait être sûr que moi, je voulais travailler jusqu'au bout pour ce livre, comme lui, il voulait ce livre jusqu'au bout. J'avais lu cette interview à lui où il parlait que les musiciens doivent être motivés comme lui quand ils jouent. Et peut-être il m'avait mis à la preuve. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Et heureusement, j'ai eu l'intuition c'est pas mon truc de me poser, mon ego, de me poser en face. C'est seulement que la qualité du livre, ça tombait. Et c'est des images très très fortes, c'est dommage de les perdre. Je dis, c'est pas possible. À ce point-là, après, il était toujours très doux avec moi. Chaque fois qu'on se voyait à Paris, il m'appelait tout le temps. Il était très proud, très très orgueilleux de ces livres-là. Il a toujours pensé que c'était à nous deux. C'était intéressant. Quand même, c'était une personnalité vraiment importante. Je dois les remercier de m'avoir donné la possibilité de travailler. Ok Lorenzo, sur cet acte de bravoure admirable de notre héros, nous allons terminer cette séance.